Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, bonne fin d'après-midi, gens d'Europe. Bienvenue à cette chronique Les Voix du Cœur, la chronique web immortelle, la chronique du deuil, accompagnée de Karine Leclerc. Karine, bon matin. Bon matin, Mario. Bon matin à tout le monde. Karine, lors de la dernière chronique, écoute, c'était ta première chronique. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Et j'aimerais te demander, juste pour les gens là, qui viennent, qui c'est la première chronique qu'ils font avec toi, pourquoi tu fais ce travail? En fait, moi, je suis coach de deuil et de fin de vie. Donc, j'accompagne les personnes. Coach, c'est un peu... on sait jamais trop exactement ce qu'on fait quand on porte ce nom-là. J'accompagne le deuil et la fin de vie. Oui. Donc, j'accompagne les personnes pour trouver des ressources. De par mon parcours où j'ai vécu beaucoup de deuil en série et j'ai été à même de réaliser à quel point il manquait de ressources. Alors, j'ai créé mon entreprise, Karine Leclerc Allié du deuil, pour pouvoir répondre à ces besoins-là, en tout cas quelques-uns, évidemment. Donc, les chroniques en font partie, puis évidemment, Mario, tu me donnes cette opportunité-là de pouvoir partager et toucher plus de gens possible. Ben, écoute, ça me fait tellement plaisir en plus parce que c'est une opportunité pour moi aussi et les auditeurs qui vont écouter cette chronique-là, soit en direct avec nous. Et les amis, si vous avez des questions, interventions, gênez-vous pas, vous les indiquez sur Facebook Live actuellement. Et si je suis à l'affût, ça va me faire plaisir de les transmettre à Karine en direct pendant la chronique. Donc, gênez-vous pas, j'adore ça. Et oui, et on souhaite la bienvenue à tous les gens qui sont présents et qui vont se présenter aussi dans le futur pour parler du deuil. Tu sais que c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours, Karine. Hein? Non, c'est quand même assez tabou. On a peu d'espace. De plus en plus, je pense que la société est prête à en entendre parler, mais on est souvent seulement sollicité quand on le vit. Oui. C'est pas quelque chose qu'on a le goût de s'intéresser avant de le vivre. C'est pas quelque chose qu'on comprend avant de le vivre non plus. Et c'est relié aux émotions. Fait qu'automatiquement, il y a du jugement. On se juge soi-même quand on vit une émotion la plupart du temps. Alors, quand on les comprend pas, on se juge. Par contre, l'important, c'est d'être conscient qu'on peut aller chercher des ressources, puis que c'est un processus, traverser un deuil. Ben, merci Karine, c'est vraiment, oui, un processus. Hein. Et lors de la dernière chronique qu'on a fait ensemble, tu parlais que chaque deuil était unique. Peux-tu revenir un peu sur ce sujet-là, s'il te plaît? Oui, parce que dans ces chroniques-là, ce qui est important, puis c'est toujours délicat de parler du deuil, comme je l'ai dit dans la dernière chronique, comme je le dis à chaque fois que je fais une petite entrevue, c'est que chaque deuil est unique. Donc, souvent, on va chercher un repère, on va chercher un modèle pour, à travers les ressources pour savoir comment vivre ça, parce qu'on se sent tellement sans repère dans cette période-là que on cherche à savoir exactement une recette parfaite pour traverser ces états-là. Chaque deuil est unique. Donc, il n'y a pas de recette gagnante, sauf celle que vous allez créer avec ce qui va vous inspirer autour de vous. Donc, ça demande à se ramener à soi. Je peux peut-être commencer avec un petit texte pour répondre aussi à cette question-là. Oui. À chaque début de chronique, je vais faire une petite portion d'un texte que j'ai écrit justement sur les 6 principes afin de mieux accueillir un deuil, afin de mieux accepter la traversée d'un deuil, parce que c'est sûr qu'on peut pas accepter un deuil. Ça se peut que ce soit impossible à faire, mais on peut peut-être diminuer les résistances internes pour mieux le traverser. Parce qu'on est souvent notre pire ennemi dans ces moments-là. C'est quand même extraordinaire de devenir notre pire ennemi dans des situations comme ça. Oui, ben on l'est souvent, comme Madame Josée Boudreau le dit si bien, soyons notre meilleure amie. Oui. Puis elle nous montre tout un exemple dans tous les deuils qu'elle a à faire présentement avec à la suite de ces ACV qu'elle a vécu. Donc, la petite portion de ce texte-là que j'ai écrit, la deuxième petite portion, c'est accepter sa vulnérabilité. Donc, si vous permettez, je vais le lire parce que je ne le sais pas par cœur, puis je ne trouverai pas de meilleurs mots que ceux que j'ai choisis là. Accepter sa vulnérabilité. Développer de nouvelles forces en soi. C'est ce que ça va permettre. La vulnérabilité nous donne l'impression d'aller au front sans armure. Elle sollicite en nous toute ressource interne afin de développer de nouvelles forces à ce combat qui surgit en nous. Accueillie, elle fait naître l'humilité qui nous permet la force, le courage et la capacité d'affronter ce qui se présente à nous. La vulnérabilité et l'humilité sont des outils nécessaires afin d'apprendre lors de cette épreuve. Elle tend à nous amener à la profondeur de la vie
et nous éloigner du superficiel. Alors, accepter la vulnérabilité aiguise nos antennes, les rendant prêtes à détecter toute ressource possible à notre propre victoire, la résilience. Alors, qu'est-ce que je parle là-dedans? Je parle d'humilité aussi. Et c'est important de réaliser que l'humilité face à ce qu'on vit, c'est l'outil principal. Parce que l'humilité va nous permettre de se déposer, de s'écouter aussi et d'accepter qu'on n'est pas parfait puis qu'on n'est pas nécessairement toujours dans le meilleur de soi dans cette période-là. Oui, ça enlève aussi ce sentiment-là en tout cas, moi je peux le vivre de même. On a toujours la sensation de vouloir d'être parfait, hein, parce que bon, on est élevé d'une façon, ou peu importe, faut le vivre d'une façon, faut pas pleurer, faut pas montrer, faut pas ci, faut pas ça, tout à fait. peu importe. Donc, et moi ce que j'ai aimé, c'est la portion, les antennes, hein, parce qu'à toute fois qu'on dit le mot antenne, pour moi je les vois vraiment mes antennes, sont en train d'aller capter justement ce qui est bien pour. Quand on n'est pas conscient qu'on peut aller chercher des ressources, on est fermé à ça, donc on le voit pas. Par contre, à partir du moment où on est conscient puis qu'on se décide, OK, avec humilité, que je décide que, OK, ben peut-être qu'il y aura quelque chose pour moi. Peut-être que ça me convient pas, peut-être que ça me convient pas, mais je reste ouvert. Et à ce moment-là, ben nos petites antennes font le travail pour nous. Notre cerveau est intelligent. Inconsciemment, il y a quelque chose qui se met de connivence pour nous aider puis être une propre ressource interne. Donc, c'est comme quand c'est un exemple, je ne sais pas qui a trouvé cet exemple-là, mais je ne peux pas trouver meilleur. Quand on cherche un véhicule précis, si quelqu'un veut s'acheter une marque de véhicule précis, il se dit, bon, mais je vais commencer à vérifier pour m'acheter ça. Ils vont en avoir partout sur la route. Tout le temps. Fait que c'est l'exemple que là, tout à coup, on vient de solliciter un intérêt, il y a quelque chose qui est là, et là, on voit que ça. Pourtant, il n'y en a pas plus le jour X que le jour d'avant. Donc, c'est un peu la même façon que le cerveau va réussir à trouver des ressources pour que les propres solutions de la personne émergent. Parce que c'est les meilleurs. C'est extraordinaire, parce que l'exemple que tu viens de donner, les amis, croyez-moi pas, ça fait 2 fois cette semaine qu'elle ressort. Donc, je sais pas qui l'a écrit, mais c'est sûr qu'elle se reprend parce qu'il n'y a pas mieux que ça. On l'a tous vécu, hein? Effectivement, oui, puis c'est une réalité, hein. Tu décides de choisir un modèle ou peu importe et t'envoies à tous les coins de rue, partout. Là, tellement que tu te poses la question à savoir, ben là, coudonc, j'ai pas choisi de quoi de si extraordinaire que ça. Mon choix est comme Fido, hein. Beaucoup de chiens qui s'appellent Fido. Et voilà. Et Karine, dis-moi, qu'est-ce qui se passe quand on vit un deuil? Tu sais, comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, il y a plusieurs catégories de deuil. Je ne peux pas catégoriser des deuils, mais en tout cas, pour mieux comprendre, étant donné qu'ils sont tous uniques, on essaie de comprendre qu'il y a des impacts qui vont être un petit peu plus grands et il va orienter le deuil d'une façon différente. Il va avoir, entre autres, est-ce que c'est arrivé accidentellement? Est-ce que c'est subi? Est-ce que j'ai eu le temps de me préparer? Ouais. Alors, si j'ai eu le temps de me préparer à un deuil, ça veut pas dire qu'on n'a pas été dans le déni durant cette période-là. Moi, j'ai fait ça longtemps. J'ai accompagné ma mère du mieux que j'ai pu, en tout cas, même si c'était zéro parfait. Mais je me suis zéro préparée là-dedans. J'étais dans le déni, même si elle était amaigrie, que c'était clair. Aujourd'hui, je comprends que c'était irréversible, mais moi, j'y croyais encore. Donc, c'est une phase de déni qui était là. Alors, pour moi, ça a été comme subi. Mais j'imagine que si c'était arrivé par accident, ça aurait été pire. Donc, j'ai quand même eu une chance d'avoir le temps de parler, de communiquer. Donc, ça amène une certaine paix aussi intérieurement, d'avoir eu le temps de mettre des choses en place pour la fin. C'est moins traumatisant. Il y a aussi, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Non, je viens de vivre quelque chose d'intense. Ben justement, l'intensité, ça va être aussi dépendamment de ce qu'on vit dans notre environnement quand ça arrive. Est-ce que j'ai d'autres pépins en même temps? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie? Est-ce que j'ai des choses pas réglées? Est-ce que j'ai une capacité de vivre mes émotions? Alors, tout ça va aussi jouer sur de quelle façon que le deuil va se passer. Cette traversée-là va se passer comment? Donc, tu sais, quand on est préparé, là, je reprends toujours l'exemple du chemin de Compostelle, qui est ma meilleure image. Ouais. Ben, quand on est préparé pour le chemin de Compostelle, ben, ça va être difficile quand même. Mais il va y avoir quand même des outils qu'on va avoir déjà en place pour nous aider. Si on s'est pas préparé,
puis on commence le chemin de Compostelle, ça se peut que ce soit un peu plus difficile. Donc, tout se fait, hein, c'est juste de prendre conscience de ça. Il y a aussi, est-ce qu'il y a des conflits non réglés? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont pas vécues, de la culpabilité qui peut se mettre en place à ce niveau-là? Quel est notre état, mais aussi l'état de la relation avant le deuil? Et ça va venir jouer aussi. Puis évidemment, ben, ça peut être une personne qu'on voit pas souvent. Donc, si c'est quelqu'un qu'on voit pas souvent, notre quotidien est affecté d'une façon différente de quelqu'un qui va avoir un quotidien constant avec la personne 24 heures sur 24 presque. Si on est habitué de voir la personne à tous les jours, ça peut... c'est plusieurs deuils dans un deuil. Donc, dans le quotidien, ça va altérer. C'est comme... Il y a des déclencheurs constamment dans l'environnement physique, mais aussi dans l'environnement psychologique, dans le sens qu'on va avoir tendance à partager notre journée avec la personne. Toutes les activités de la maison vont aussi être associées à cette personne-là. Donc, il y a plusieurs traversées de deuil dans ce même événement-là. Fait que c'est global un petit peu, c'est assez vague, mais tout ça va jouer pour la traversée du deuil. Oui, c'est toute qu'une traversée. Toute qu'une traversée. Moi, je prends conscience de certaines petites choses que je vais parler avec une personne dans quelques temps. Parce que, tu sais, tantôt, j'ai eu une image, c'est sûr, bon, moi, j'ai un petit frère que j'adorais plus que tout au monde. Et là, quand tu as parlé tantôt, tu sais, ce qui est monté, c'est comme, waouh, j'aurais tellement aimé ça, y faire un dernier câlin. Tu sais? Parce que moi, je l'ai vu avec un sourire, puis il est disparu même de même, là, tu sais, fait que ça fait comme plus, c'est ça qui a monté tantôt, je fais que, j'aurais tellement aimé ça le serrer dans mes bras, me semble, avant qu'il nous quitte pour de bon, tu sais. C'est quand même extraordinaire. Mais bon, ça, on vient de parler, là, vraiment, là, de qu'est-ce qui se passe quand on vit un deuil, etc. Mais quelles solutions qui peuvent se présenter à nous, justement, pour ne pas être dans cet état? Ce que je peux dire aussi relié à ça, c'est que rapidement, je vais parler aussi, pour faire le lien avec ça, de quand on va vivre un deuil traumatique ou un deuil, c'est toujours traumatique de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'intérieurement, les émotions vont surgir et c'est comme une surcharge qu'il va avoir au niveau du cerveau. Le cerveau ne peut pas assumer toute cette charge d'émotions-là qui va se passer. Donc, le corps qui est si bien fait, je prends l'exemple, c'est comme si je mettais sur une même branche électrique, si je branchais un frigo, un four micro-ondes, puis un grille-pain. Pouche! C'est comme si les fusibles vont sauter pour pas qu'il y ait une surchauffe. C'est la même chose que notre cerveau va faire. C'est trop intense. Donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, au début, on trouve que c'est pas si pire. Ça se peut qu'au début, on se dise, évidemment, on parle des personnes proches, parce que les personnes qui sont pas dans le quotidien, ça peut arriver aussi. Mais c'est souvent les personnes qui sont le plus proches qui vont avoir l'air le plus déconnectées, si je peux dire. Oui. Des salons funéraires, les personnes peuvent pleurer, puis parfois, elles pleurent pas le deuil, parce que cette information-là est pas complètement assimilée. Et donc, les personnes vont pleurer parce qu'elles sont émues de voir des personnes qu'ils n'ont pas vues depuis longtemps. Elles sont émues puis de l'aide qu'elles reçoivent. Mais ça va amener dans un état, on appelle ça un peu du gel émotif. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet état-là, elle est là par survie. C'est correct. Alors, quand on voit quelqu'un qui est là-dedans, puis qu'on se dit, mon Dieu, elle comprend pas que son mari est mort, ou elle comprend pas que il faut pas brusquer la personne. Il faut croire que le corps va prendre le temps de loader l'information, excusez l'anglicisme, mais de processer cette information-là. Et ça, c'est dans le respect de la personne aussi, donc doucement. Et cette période de déni-là, de gel émotif, peut passer de, oui, une courte période à une moyenne, à une longue période. Alors, c'est là qu'il va falloir gérer ça d'une façon différente. Wow. Puis, si on suit après l'impact, parce que ça, c'est le premier état, est-ce que je parle trop vite? Non, du tout. Moi, j'estimais. En tout cas, j'écoute. Je suis emballée, je veux tout donner comme information. Mais ce qui va se présenter comme état par la suite, il y a quand même beaucoup d'incohérences qui vont être là parfois, des pertes de mémoire. Étant donné que tout notre être est comme va se concentrer sur la guérison de cette blessure-là qui prend toute la place à l'intérieur, même si on n'est pas constamment dans ces pensées-là.
Ben c'est sûr qu'on peut avoir des pertes de mémoire qui vont être vraiment situationnelles. Ça va passer. On peut être incohérent dans nos paroles. Je prends tout le temps l'exemple quand je donne mes conférences. L'exemple de votre temps mais reste ici. Tu sais, c'est pas clair, là, mais c'est ça des fois qu'on ressent. On veut pas être avec quelqu'un, mais on veut pas être seul. On veut pas être seul. Ben, en dedans, on est comme ça. Ça peut arriver. Évidemment, si je fais beaucoup de références à mon histoire est unique et la vôtre aussi. Donc, il faut pas se dire que si vous ressentez pas d'incohérence, vous n'êtes pas correct. Le but, c'est simplement de vous permettre de moins vous juger, de voir que certaines choses qu'on fait parfois qui est normale, puis qui va passer avec le temps. Parce que quand on juge, ça nous aide pas à être vulnérable. Parce qu'il faut accepter cette phase-là. Oui. J'ai aimé la période, moi, gelée, là, tantôt, là, parce qu'on dirait que j'ai gelé longtemps sur un bug, là. Effectivement, c'est un état. Et quoi faire, ne pas faire, je sais pas, moi, exactement. Comme je t'ai dit, je vais prendre le temps d'en parler avec une personne spécialisée dans le domaine. Ouais. Oui. Parce que je pense que j'ai eu un bug tantôt, là. Vraiment, là, je suis comme jammé, là. Ça réveille des choses. Ben, c'est un peu pour ça les chroniques, c'est pour allumer des lumières puis pouvoir aller chercher de l'aide après pour pouvoir soigner ça. Parce que des fois, on n'en est pas conscient non plus. Donc, simplement de pouvoir réveiller notre conscience à ça, on rend ça conscient. Puis à partir du moment où on sait, on a la force de changer. On a la capacité, puis on a le pouvoir de le changer. Donc, ça nous permet d'aller voir un peu ces brisures-là. Puis il faut pas penser que de s'en occuper après tant de temps, on va revenir en arrière. Ça va être aussi souffrant que quand on a vécu. Au contraire, c'est extrêmement apaisant. Libérateur. Libérateur. Donc, fait que quand le corps va nous retourner des petites infos, poup, il y a quelque chose qui va émerger et on va avoir la capacité parce que tout à coup, on est prêt. Si ça restait gelé longtemps, ça aurait pu pas éveiller quoi que ce soit pour toi, Mario. C'est parce que ton corps est prêt, ton âme est prête, puis ton cerveau est prêt à envoyer l'information parce qu'il y a confiance que ce sera pas une surcharge. Tu sais, je savais que dans quoi je me lançais quand j'acceptais d'amener Karine Lachère avec moi en chronique. Je savais très bien où je m'en allais. mais je me donne les à faire et ne pas faire. Excuse-moi, Mario, vas-y. Oui, je me donne le droit aujourd'hui de vivre ces moments-là. Oui, et peut-être sûrement des gens à l'exprimer aussi. Oui. Dans les choses à ne faire et à ne pas faire et à faire, c'est justement, comme je disais tantôt, de s'imposer trop de choses, de se botter les fesses trop souvent. Là, c'est une période dans un deuil où on doit plus apprendre à se bercer, à se laisser le droit de prendre le temps, de se déposer, de ressentir les choses sans se faire violence. On n'est pas obligé de se torturer, là, puis de... Des fois, il y en a des personnes qui vont avoir tendance à se dire, ben là, il faut que je pleure tout d'un coup. Oui, mais non. Il faut pleurer tout d'un coup, mais quand c'est là, on peut pas le forcer, ça. Donc, même si on écoute 12 films qui nous font pleurer, l'information ira pas plus vite. J'ai vu une émission cette semaine qui est magnifique, qui est Tu ne m'as pas tué, d'Élisabeth Laplante. Et il y a une personne à l'intérieur de ce reportage-là qui disait, quand on vit un deuil, il faut remplir la chaudière. Fait qu'il faut la remplir, la chaudière, en voulant dire qu'il faut pleurer ce qu'on a pleuré, mais on peut pas la remplir d'un coup. Donc, il faut pleurer, on se laisse ce droit-là. Ce qu'il faut pas faire aussi, parce que ce qu'il faut faire, c'est unique pour chaque personne, mais ce qu'il faut pas faire, c'est se laisser bousculer dans le rythme de notre début de deuil. Les personnes, parfois, sont impuissantes face à notre vulnérabilité et elles désirent nous aider. Puis parfois, ça peut nous brusquer. Les personnes ne veulent pas mal faire. Dans les contextes de deuil, au lieu de voir la personne, au lieu d'entendre ce que la personne nous dit, faut plus s'attarder à l'intention que la personne a en nous expliquant ou en nous demandant quelque chose ou en nous parlant de quelque chose. Les personnes ont de la difficulté à nous aider parce qu'il n'y aura rien qui va vraiment pouvoir aider. Alors souvent, elles vont essayer de faire plein de choses. Des fois, il y a des commentaires aussi qui peuvent aider, qui sont à la limite blessantes. N'entendez pas ces mots-là, entendez plutôt l'intention de vouloir aider. Et relié à ça, ce que je donne souvent comme conseil, c'est d'exprimer ce que vous vivez quand la personne vous dit quelque chose qui vous brusque.
Les personnes qui vont, on va en parler tantôt aussi de l'isolement, la solitude, Oui. mais les personnes qui vont nous aborder, parfois, elles ont peur qu'on s'isole. Et moi, je donne toujours l'exemple du papillon. Le papillon, il a besoin d'être dans son cocon pour la chenille va être là pour se transformer. Elle a besoin de calme, elle a besoin d'être seule, elle a besoin de... Et c'est exactement ça qu'il faut faire quand on a un deuil, si on le ressent. Parfois, moi, je me suis étourdie longtemps avant d'aller dans mon cocon. Puis j'avais le droit. Puis qui sait, j'aurais peut-être pas été où je suis aujourd'hui si j'avais pas pris cette voie-là. Mais c'est clair que le cocon, vous pouvez l'exprimer à la personne. J'ai besoin de me réparer. Faut comprendre que de sortir en société, là, puis d'aller prendre un petit café facile avec une amie, on est à risque de beaucoup de déclencheurs qu'on n'est pas prêt à gérer. Oui. Que quelqu'un arrive et dise « Hey, comment va ta mère? » Et là, on ne gère pas en dedans. Et là, c'est un paquet de déclencheurs qui est autour de nous. Et on veut se préserver parce que on sait qu'on ne veut pas être dans cet état-là. On veut se préserver d'une trop grande intensité. Alors, juste de l'expliquer aux gens, je suis pas prête. Je comprends que tu t'inquiètes pour moi. Laisse-moi aller. Si j'ai un besoin, je vais te l'exprimer. Voilà. Et tu parlais d'isolement tantôt, tu as dit que tu reviendrais sur l'isolement, qui peut-être on peut penser qu'on est trop souvent isolé. Est-ce qu'on a à craindre cette partie-là d'isolement? En fait, il y a une partie, j'explique la solitude et l'isolement. Il y a vraiment une différence entre les deux. Mm-hmm. La solitude, ça va être une période. Et souvent, le problème dans le deuil, c'est que ça va survenir pas nécessairement toujours au début. Au début, la vie va vite, il y a les funérailles, toutes les paperasses, toutes les choses à faire. Donc, ça nous tient un peu en action. Et c'est quand après le temps passe et là, le gel émotif se termine, on commence à processer l'information que, OK, la personne ne reviendra plus, je ne la verrai plus. Et c'est là, doucement, que l'isolement pas l'isolement, mais la solitude devient un confort. Et les personnes, souvent, eux autres, ils ont cheminé, puis ils disent, ben là, ça fait presque un an, ça fait presque, comment ça, il va falloir qu'ils commencent à bouger, puis à sortir de ça. On peut pas pleurer ce qu'on n'a pas processé. Donc, les personnes vont pleurer parfois trop tard pour d'autres. Ils vont se dire, ouais, comment ça, que c'est là qu'elle arrête pas de pleurer, ça finit pas, mais ça se peut que ça vienne de commencer. Donc, c'est de poser les questions quand on veut aider quelqu'un. Je m'inquiète. Je veux pas que tu t'isoles, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Donc, la personne, elle doit avoir plusieurs outils pour sortir de l'isolement, de la solitude quand elle sera prête et aussi sans se brusquer. Alors, il y en a qui vont dire des fois, ben j'ai envoyé, je sais que tu fais des groupes de deuil, puis je veux payer ça à quelqu'un que j'aime beaucoup. Ben oui, on peut l'offrir, c'est un super beau cadeau. Mais si la personne n'est pas prête, ça va être un temps perdu. Et surtout que ça va être violent. Ça peut être violent pour elle d'être... Et si elle n'est pas prête, elle va être brusquée dans ses émotions. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre. Et quand on veut sortir de l'isolement, c'est de choisir des environnements qui vont être aidants pour nous. Alors, c'est pour ça que j'ai créé, je suis pas en train de vendre mes services, là, mais j'ai créé les conférences immortelles pour ça. Parce que les conférences immortelles, ça permet d'écouter quelqu'un qui va partager son histoire sans s'exposer. Mm-hmm. En se préparant intérieurement, peut-être pouvoir échanger, à toucher des choses, lire des livres, ça va être un outil qui va pouvoir nous aider doucement à sortir de juste l'intérieur, mais comme pour faire un pont entre les deux. D'aller chez des amis, oui. Mais surtout, pour sortir de l'isolement, parce qu'il y a un isolement psychologique aussi qui se fait, d'oser demander à nos proches d'exprimer nos besoins et de demander « Est-ce que je peux te parler de ma mère? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que ça te met mal à l'aise? J'ai besoin d'en parler. » Les gens ne savent pas s'ils doivent nous en parler. Ils se disent « Si j'y en parle, puis elle pense pas à ça, je la replonge là-dedans. » Puis si j'y en parle pas, elle va peut-être penser que je m'en fous puis que j'ai l'impression qu'elle est passée au travers. Fait osez exprimer vos besoins en tant que personne qui traverse un deuil. Puis en tant que personne qui aide aussi, osez demander à la personne. Est-ce que je peux t'en parler? Est-ce que ça te dérange quand je t'en parle?
Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes mieux que je te laisse venir à moi quand tu as besoin d'en parler? Puis de dire à la personne, sache que moi, je suis là. N'importe quand tu as besoin d'en parler, je suis là. C'est la seule chose que je peux t'offrir. Et c'est un cadeau qui n'a pas de prix. De savoir qu'on peut parler à quelqu'un quand on peut, quand on veut, quand on le ressent. Valeur inestimable. Et que voilà, vraiment, c'est le plus beau cadeau qu'on peut offrir. Et dis-moi, Karine, moi, je sais, bon, tout ce qui arrivait dans ma vie, on essayait toujours de me ramener à... Les gens, souvent, s'inquiétaient pour moi, puis ils disaient toujours que la cause, c'était parce que j'avais pas vécu ci, puis j'avais pas... Ça venait souvent à « Ah, mais son petit frère, il est décédé, lui. » Fait que... Et merci quand même, j'ai souvent eu des chances dans la vie parce qu'on disait ça on mettait ça sur le dos de mon petit frère, donc je pouvais faire des conneries et ça passait. Donc, c'est quand même... C'est devenu crasse un peu dans la situation, mais c'était ça pour me libérer. Oh, bon, bye, merci. Ah, mon petit frère. Tu viens de dévoiler un grand secret, Mario. Mais c'était quand même une réalité. Est-ce que les gens, ils s'inquiétaient tout le temps pour moi. Je me souviens, à l'école au secondaire, ils m'ont emmené dans un bureau, puis ils m'ont dit, là, faut que tu vives ça. C'est probablement la cause de, et moi, je les ai envoyés carrément, excusez l'expression, mais ils sont allés se promener cette journée-là. Mais c'était ça, c'était quand même ça. Les gens ont souvent tendance à s'inquiéter. En tout cas, pour moi, c'était le même. Ils s'inquiétaient souvent. Il y avait, tu sais, moi, je disais qu'il n'y avait pas raison de s'inquiéter, que ma vie, je la vivais quand même. Et les autres, ils ne savaient pas souvent que c'était pas la raison de... Mais c'était peut-être la raison de... Quel âge, Mario? Écoute, on parle de 12 à aller à 17, là. 12 à 17 ans, là, c'était une période intense pour moi, là. Assez intense, même. Oui, c'est ça. C'est sûr que on ne sait pas nécessairement, même comme adulte, quand on a des émotions, qu'est-ce qui se passe. Des fois, il va y avoir un déclencheur qui va être là, puis ça nous amène dans un état, des émotions qui sont là, puis on comprend même pas ce qui se passe. Alors, à cet âge-là, on est loin de se connaître complètement, on est en transformation intensément. Donc, c'est difficile pour un enfant de mettre des mots sur ces choses-là. Alors, ça va souvent sortir en action, en réaction. Et les émotions, ben moi je dis toujours que les émotions c'est comme un gaz puis ça part d'un bord puis l'autre, donc dépendamment aussi de ce qu'on a eu le droit de vivre comme émotion, ben on va se permettre de le vivre de cette façon-là. Si on a été, ce que je veux dire par là, je me sens que je suis pas claire, c'est que si j'ai eu accès à pleurer, ou chez moi, exemple, on avait plus le droit d'être en colère. C'est pas le cas pour moi, mais certaines familles, c'est ça. Alors, quand on est en colère, là, ça, c'était correct. Quand on est un homme aussi, c'est mal vu. En tout cas, dans les générations passées, ça commence à changer. De pleurer, c'était comme d'être faible. Indépendamment des croyances, des fausses croyances qu'on a face à nos émotions, ça nous limite de les travailler, des laisser passer en nous. Pas des travailler, mais des laisser passer en nous, des accepter. Puis être vulnérable, là, quand que ça a été hyper dévalorisé dans la famille, dans l'éducation ou dans la société, c'est comme se dire, ben, je vais me montrer à tout le monde dans le pire de moi. Fait que c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses qui vont venir jouer à ce niveau-là. Je vais faire vraiment une chronique sur les émotions reliées à ça, parce que c'est primordial qu'on en parle pour se permettre de mieux les vivre, en fait. Wow. Écoute, moi, je prends des notes en même temps, hein. J'enregistre aussi. Donc, ça passe trop vite, honnêtement. Elle devrait durer 45 minutes, la chronique. On fera une émission spéciale avant de Pas de problème. Ben, bon, tout ça amène aujourd'hui, on a vraiment encore parlé de tout cet aspect-là, de comment vivre, comment est-ce qu'on peut vivre un deuil, les différences de deuil aussi. Bon, tu l'as dit, hein, chaque deuil est unique, chacun a sa propre image ou sa propre façon de le vivre en dedans de soi, hein, parce que le deuil est en dedans. En tout cas, moi, je sais que mon deuil était là en dedans et qu'il est encore là. Hein, je le sais, là, je me cacherai pas au coin de la rue, là. Il est là, il est encore présent parce qu'il y a des choses qui montent depuis quelque temps qui sont extraordinaires. Je dis pas que j'ai de la grosse difficulté, j'ai beaucoup d'acceptation dans ce cas parce que bon, ça fait longtemps, mais je te dirais qu'il y a des choses que je comprends pas encore. Pour moi, c'est incompréhensible. Je sais pas, c'est de même. Et il y a beaucoup de personnes qui sont décédées alentour de moi, là. Mais ce deuil-là, hein, avec mon petit frère, il y a des choses que je ne comprends pas encore, tout simplement, que j'ai pas vécu, tout simplement, que j'ai pas vécu, que je me suis jamais laissé la chance de vivre non plus, parce que la vie m'a emmené à gauche, à droite, et j'ai mis un beau fil en avant. Puis il y a plusieurs deuils de vie aussi, sans rentrer trop, je sais qu'on achève la chronique, mais il
il y a plusieurs deuils, des deuils de vie qu'on va appeler. Oui, aussi. Les séparations, c'est très difficile. J'ai une personne, une cliente qui amputation. C'est extrêmement difficile. Donc, la perte d'un enfant, c'est un deuil vraiment particulier. Là, on parle beaucoup de la mort, mais justement, la perte d'un enfant qui quitte la maison. Juste qui quitte la maison, tout va bien, t'es en santé. Mais c'est un deuil aussi, la perte d'un emploi, l'autonomie. Le deuil animalier aussi, j'ai une collègue, Lynn Pillon, qui est vraiment spécialisée là-dedans. Donc, il y a des deuils, on pourrait prendre un temps pour chacun des deuils, c'est incroyable. Moi, j'ai un chat. C'était mon chat. Et lui, quand il est parti, là, c'était un drame dans ma vie, là, OK? Mais ce chat-là, il était plus qu'un chat, là. Il était adapté à ce que je vivais pendant ces années-là. Et ma vie a changé. Et le chat est parti. C'est quand même extraordinaire, là, mais... Oh! Il s'appelait Néo. tellement pas capable d'accepter que mes 3 chats suivants, je les ai appelés Néo, ils étaient de la même couleur et les 3 sont décédés de façon extraordinaire, brutale et agressive, là. Je te donner une idée, là? Ouais. Fait que j'ai dit, c'est fini, j'ai plus de chat noir qui s'appelle Néo. c'est souvent très tabou de vivre le deuil d'un animal parce qu'on se compare, puis il y a tant des gens qui ont pas l'attachement aux animaux, puis tout est correct, mais ça ne se quantifie pas la peine. Et ça ne se juge pas non plus. Alors, c'est souvent, la personne se restreint souvent à vivre ce deuil-là parce qu'elle a peur d'augmenter ce jugement-là. Effectivement. Wow! Que de la belle information, tout ça pour nous amener justement vers un bien-être intérieur de plus en plus extraordinaire, hein, pour qu'on redevienne des beaux petits rayons de soleil, hein, parce qu'on est tous des rayons de soleil. C'est un processus, le deuil, hein? Il n'y a pas de pilule magique, j'aimerais bien, mais c'est un processus. Mais bon, si tu me donnerais une pilule demain matin magique, probablement qu'il y aurait des choses que j'aurais pas pu vivre, qui sont extraordinaires actuellement. Ouais, donc, ça me permet de les vivre. Karine, je sais, bon, le temps passe très vite. On va avoir une autre chronique dans quelques jours. Ben, je dis quelques jours. Quelques semaines, oui. Quelques semaines. Dans 2 semaines, je crois, oui. Dans 2 semaines, effectivement. Qu'est-ce que tu vas nous apporter dans la prochaine... de quoi qu'on va aborder? Qu'est-ce que tu vas nous aborder? Qu'est-ce que tu vas nous amener dans la prochaine chronique? La prochaine chronique, je vais parler des émotions, des états aussi qu'on traverse. Encore dans un objectif de nous permettre de moins se juger, de mieux s'accepter, de comprendre, parce que souvent j'ai des clients qui me disent hey, « je fais ça, je suis gênée de dire ça, mais j'en reviens pas, j'ai changé, je suis plus la même personne. » Et je me rappelle que j'étais comme ça aussi très jeune. Je me jugeais constamment et il faut comprendre que c'est juste un passage et que c'est normal. Fait que si moi, j'avais su déjà que c'était normal, je me serais pas jugée et j'aurais pas altéré mon estime de moi à ce moment-là autant. Parce qu'on se détruit, on s'associe à ce passage-là comme si on devenait le deuil. Il faut pas faire ça. Faut laisser passer. Pour ça, il faut le comprendre pour le laisser passer. Sinon, on met une clôture avec un cadenas puis on veut pas laisser passer quelque chose avec quoi on n'est pas en sécurité. Mais quand on sait à qui on a affaire, on enlève le cadenas, on laisse passer un peu, et le deuil peut passer plus facilement. C'est bien dit? Quel privilège! Quel privilège qu'on a, que j'ai actuellement, hein, de t'accompagner sur une chronique sur le deuil. Pour moi, ça devient tout un privilège. Et pour les auditeurs, auditrices, ben merci et prenez ce que vous avez à prendre dans ces chroniques-là. Et gênez-vous pas pour m'écrire sur mon site web aussi, Karine Leclerc, _deuil.com. Et Karine t'a parlé tantôt, les cafés immortels, t'en as un qui s'en vient bientôt. J'ai une conférence immortelle sur le deuil d'un conjoint le 14 novembre au Café Macaron. Les informations sont sur la page, les chroniques, les chroniques immortelles, mais aussi les voix du cœur. Vous avez les informations et le lien sur mon site web aussi, avec les numéros pour me rejoindre. Ça va me faire plaisir de répondre si ça peut aider. Extraordinaire. Merci. Bye bye. Merci à toi. Bonne journée, les amis. Bon week-end. Hey, vendredi 13, c'est vrai? Ouais! Salut! Bye bye.